Il a fait de la culture de l'excellence une tradition avec une ambition affichée, celui d'être un levier majeur et important dans le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. En 25 années d'existence, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a livré à la Côte d'Ivoire et au continent de hauts cadres compétents dans divers secteurs d'activité. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Et ce soir, je vous plonge dans le quotidien de la future élite ivoirienne et africaine. Vous découvrirez de jeunes étudiants qui baignent dans un environnement de compétition où obtenir son diplôme est certainement le gage d'une réussite professionnelle. En fin d'émission, nous serons en compagnie de Dr Moussa Diaby. Il est le directeur de l'Institut et c'est lui qui répondra à toutes nos questions. Mais avant, suivons cette immersion au sein de l'INP, un document réalisé par les équipes de Soprod. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, école de prestige située à Yamoussoukro, à 230 km d'Abidjan. L'Institut s'étend sur près de 1000 hectares. Une véritable petite ville où vivent plus de 3000 étudiants. On trouve presque tout sur place, des terrains de sport, des espaces de terre cultivables et bien sûr des salles de classe, 18 amphithéâtres et 129 laboratoires. Il est à peine 7 heures. Eden, 21 ans, étudiante en deuxième année de cycle ingénieur en génie mécanique, est en pleine révision de ses leçons. Qu'est-ce que tu étudies en ce moment? J'étudie la tribologie. Tribologie, c'est quoi la tribologie? La tribologie, c'est la science qui étudie l'usure, le frottement et puis le mouvement. En termes plus simples, pour nous qui sommes complètement bleus. En fait, c'est l'étude de l'usure, en fait. Cette science, ça nous explique pourquoi est-ce que quand nous marchons, nos chaussures s'usent, en fait. C'est en quelque sorte ça. Et ta cours à quelle heure aujourd'hui? À 7h30. Après 3 heures de révision, c'est l'heure pour elle d'aller en cours. Nous sommes maintenant arrivés dans la salle de classe. Salut Tano! Avec son niveau d'exigence, l'Institut a formé plus de 20 000 étudiants ivoiriens et étrangers en 25 ans d'existence. Très bonne élève, Eden est l'une des 2 filles en cycle ingénieur de génie mécanique. Ce matin, c'est Dr Diaby, directeur de l'Institut, qui dispense le cours devant une vingtaine d'étudiants. À l'INPHB, il faut avoir un excellent niveau en maths, physique et chimie. À défaut d'être un spécialiste, difficile de comprendre de quoi il s'agit. Touche à ça, s'il te plaît. C'est comment? C'est lisse. C'est lisse. Mais est-ce que tu te déplaces facilement dessus? Non, il y a une résistance. La résistance, elle est due à quoi? C'est à l'état de surface. On peut dire À quoi? Super. Super. Ça dit que c'est lisse. Hein? Mais essaie d'avancer dessus pour voir. Vas-y. On avance difficilement. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Vous dites que le frottement, il y a plusieurs composantes dans le frottement. Hein? Donc, vous avez, dans le frottement, c'est vrai, il y a la rugosité, mais il y a le frottement adhésif. Dites-moi s'il vous plaît, c'est quoi le cours que vous êtes en train de donner en ce moment? Le cours de tribologie. C'est quoi la tribologie? La tribologie, c'est la science du frottement. C'est une discipline qui permet d'étudier tous les mécanismes qui mettent en jeu le frottement de 2 systèmes en contact. C'est quoi l'intérêt pour ces étudiants-là de faire un tel cours? La tribologie, en fait, est partout. C'est ce que je leur ai dit dès le premier cours, c'est partout. Quand on arrive à marcher, c'est parce qu'il y a des systèmes tribologiques qui se mettent en place. Il faut qu'on adhère au système et qu'on glisse en même temps pour pouvoir marcher. Quand une voiture doit rouler, en fait, c'est des systèmes tribologiques. Sans la tribologie, le concept de la tribologie, en fait, on ne peut pas avoir de mouvement. Des cours que seuls ces étudiants triés sur le volet peuvent comprendre. Ici, seuls les plus brillants esprits se côtoient. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est une école d'élite. Il regroupe 8 grandes écoles. Les écoles supérieures d'agronomie, d'industrie, de commerce et d'administration des entreprises, des mines et géologie, des travaux publics, de formation continue et de perfectionnement des cadres, l'école doctorale et les classes préparatoires aux grandes écoles. On y accède uniquement par voie de concours.
En classe préparatoire, la pression est quasi quotidienne. Ces étudiants de première année sont loin d'imaginer ce que leur réserve leur professeur de physique ce matin. On fera une petite évaluation aujourd'hui. Donc, prenez les feuilles. Oui. Prenez les feuilles, s'il vous plaît. Donc, il faut ranger toutes vos affaires là. Et puis, on commence. Ici, les interrogations surprises peuvent arriver à tout moment. Objectif, maintenir les étudiants sous pression. Vous faites passer. Vous faites passer comme ça. Vous avez prévenu ou pas? Bon, on n'avait pas prévenu l'interrogation. Je pensais qu'on allait terminer le module d'abord parce que nous sommes sur le dernier chapitre. On pensait qu'on allait finir d'abord et puis la grande surprise. C'est une surprise. Là, quand vous regardez ça, ça fait peur? Bon, c'est le cours. Je sais que je vais pouvoir m'en sortir. C'est le cours. Si c'était des exercices, ça allait être un peu. Mais ce n'est pas l'exercice en tant que tel, c'est le cours. Donc si tu comprends le cours, tu peux faire. Je voulais vous dire une indication là, s'il vous plaît. Vous cochez uniquement sur la feuille. L'autre exercice, vous le faites, le dernier exercice, vous le faites sur la feuille, vous la mettez dans votre copie et vous me le redonnez à la fin de l'heure. Je ne veux pas de rature sur la copie. Mettez votre nom sur la copie, vous cochez. Vous avez 1 heure. Les étudiants en classe préparatoire ont en moyenne 17 ans. Pendant 2 ans, ils vont être transformés en véritables bêtes de concours pour intégrer les plus prestigieuses universités du monde. Pour eux qui arrivent fraîchement du lycée, il faut vite s'habituer à cette pression. Comment est l'exercice ici? Bon, je pense que je peux l'aborder. D'abord, il faut une connaissance du sujet. Donc, nous avons une connaissance. Oui, franchement, oui. On est en train de préparer le devoir de demain et une interrogation là. Comme ça, les Ouais, c'est comme ça. Des interrogations surprises. Une dizaine de matières au programme qu'il faut apprendre au jour le jour et maîtriser du bout des doigts au risque de rater son année scolaire. Après 1 heure de concentration dans un silence quasi monastique, c'est l'heure de ramasser les copies. Stop, c'est terminé. Vous, commencez. Mademoiselle. Mademoiselle, vous ramassez. Ils ont tous été surpris. J'aime bien les surprises. Ils disent qu'ils ont bossé sur autre chose, sur un autre cours. Et pour samedi, c'est ça? Oui, pour samedi, il y a un devoir de physique qui va porter essentiellement sur la mécanique. Mais je leur ai dit que toutefois qu'on se retrouve, il peut se passer éventuellement des choses. Et donc, du coup, cette interrogation se voulait une interrogation pour voir si les étudiants apprennent au jour le jour le cours. J'ai donné 2 exercices. L'exercice 2, on l'a corrigé entièrement au tableau. Et j'ai redonné, juste pour voir est-ce que les étudiants suivent vraiment le cours, suivent vraiment ce cours en fait. Et essentiellement, l'exercice 1 portait sur le cours. Est-ce qu'ils lisent le cours? Il fallait cocher les vraies réponses, ainsi de suite. Donc ce n'était pas difficile. Quelqu'un qui a vraiment bossé s'en sort aisément. C'est une sacrée méthode. Oui, c'est une sacrée méthode et ça produit des résultats. Voilà. Pour dire que chaque fois que lorsqu'on vient au cours, attention, avec ce monsieur, il faut toujours être au point. Et donc ça leur permet de toujours être bossé parce que, essentiellement, pourquoi ils sont ici? C'est pour la bosse. C'est pour la bosse. Rien que pour la bosse. Et donc en prépa, il faut toujours être prêt. Être polytechnicien, c'est faire partie de l'élite. 10 à 15% des anciens de l'Institut occupent des fonctions de top manager dans l'administration publique et privée après 10 ans de carrière. Parmi ces anciens élèves, on compte
Moussa Sanogo, actuel ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Yansié Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Soro Tiotio, directeur général de la CIR. Robin Kwaku, directeur général de l'autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan. Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement. L'Institut est reparti sur 3 sites, Sud, Centre et Nord. À l'École supérieure d'agronomie, au Nord, nous rencontrons Myriam, étudiante en 2e année de cycle ingénieur agro-pastoral. Elle se rend dans la ferme expérimentale de l'école en compagnie de Eva, sa meilleure amie. À première vue, on doit faire un deuxième labour, hein, parce qu'on sent encore la pente. Donc on doit faire un deuxième labour pour essayer de diminuer la pente. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Il y a encore beaucoup de mottes quand même. C'est quoi le problème avec cette parcelle de terre? On a vérifié si le premier labour a été bien fait. Et on remarque que le premier labour n'a pas été bien fait déjà parce que les mottes ne sont pas visibles. C'est quoi les mottes? Est-ce qu'on peut voir? Ce sont des amas de terre, par exemple. Si je vais prendre ça, en fait, c'est une motte. Et la motte, en fait, doit être compacte. Mais là, il y a des petites mottes comme ça. Ça n'a pas été. Puis la terre est toujours assez compacte, en fait. Alors, le labour, en fait, c'est de briser la terre, tout ça, de briser le sol un peu compact. Donc, on voit que c'est un peu encore. Et le labour, en fait, aussi permet d'aplatir un peu le terrain. Et on voit que la pente du terrain est encore assez visible. Donc, on va faire un deuxième labour pour essayer d'aplanir un peu tout ça et de faire de bonnes mottes que le pulvériseur, en fait, va venir étaler. Pour se rendre au champ, elles prendront un tracteur. Mais avant, les filles vont nous faire un petit cours de mécanique. On va essayer de vérifier si le tracteur déjà est fonctionnel avant de pouvoir le mettre en marche et puis de partir. Donc, le premier élément qu'on vérifie, c'est la jauge. Vas-y. Ça sert à quoi ça? C'est la jauge d'huile en fait. C'est pour voir le niveau d'huile dans le moteur. Pour voir s'il y en a assez d'huile avant de pouvoir... Et comment vous savez s'il y a suffisamment d'huile ou pas? En fait, là, il y a le niveau max et puis il y a le niveau min. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ça soit... L'huile soit en dessous du niveau minimum. Et là, c'est bon, il y a suffisamment. Oui, beaucoup d'huile. Il y a de l'eau. Pour répondre aux défis de la modernisation de l'agriculture, l'École supérieure d'agronomie forme des ingénieurs. Elle dispose de plus de 80 hectares de terre pour la formation pratique des étudiants. Non loin de là, Dr Kwaku, directeur des classes préparatoires, se rend sur le campus pour une visite à ses meilleurs étudiants. Il veut s'assurer qu'ils sont dans un bon état d'esprit avant l'ouverture des concours d'entrée dans les meilleures universités du monde. Des concours qui démarrent dans moins de 24 heures. Comment vas-tu? C'est bon, la préparation, ça avance? Tu es prêt pour demain? On est passé vous encourager, hein? Tenez bon. Chef, ça va? Ça va bien aussi. Et la préparation? Oui, ça avance aussi. Demain, tu es prêt? Oui. C'est pas trop dur, non? Je pense qu'on va donner le niveau de monde. D'accord, allez, je compte sur toi. Merci aussi. Comment ça va? Pour cette année, plus de 400 étudiants se lancent à l'assaut de ces concours nationaux et internationaux. Des concours qui permettent aussi de juger le niveau de performance et la qualité de l'enseignement au sein de l'Institut. Donc nous comptons sur vous. On va saluer. Où vous allez? En forme? Dylan. C'est comment? C'est le bunker. Bon, on travaille un peu. Tu es prêt pour demain? Pour demain, je passe pas le concours. Ah, tu passes pas le concours. Oui. Tu te prépares pour quel concours? ESTP, Paris, EMIN. C'est le concours que vous devez tous préparer, vous devez tous avoir. Les autres, c'est pas mal, mais notre concours INP, c'est important. Allez, bon courage. Là, le plus important pour vous, c'est de savoir qu'ils sont préparés. C'est ça. C'est ça? Oui, oui. Leur mettre un coup de pression. C'est pour demain, il faut qu'ils réussissent. Il faut qu'on ait au moins 20 admis filière MP
et puis 15 filières ECS2. Voilà. Et puis un peu 5 en filière BCPST. Il faut que mes meilleurs soient prêts pour demain. Comment vas-tu? Monsieur. Tu es prêt pour demain? Monsieur, c'est ça. On peut compter sur toi, non? Monsieur. Voilà la position d'un étudiant de Polytechnique. Voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous préparez? Actuellement, je suis en train de préparer le concours d'entrée à l'ENCA, l'École nationale supérieure de statistiques appliquées. Voilà. Actuellement, je suis en train de faire des exercices sur des séries de Fourier, pour ceux qui s'y connaissent. Et ça va se présenter quand? Vous le présentez quand? Ce sera demain, c'est les derniers réglages que je suis en train d'affiner. Ça fait combien de temps que vous le préparez? On met combien de temps pour préparer un concours? Bon, vous savez, les concours, c'est depuis le début des prépas, vu que les prépas durent 2 ans. Donc, c'est depuis le début des prépas qu'on commence à préparer les concours. Mais spécialement pour le concours de l'ENCA, c'est depuis la 2e année que j'ai commencé à le préparer correctement. Des chambres de 9 mètres carrés avec un petit lit, un bureau, une petite douche. Aucune distraction possible. Sur ce campus, seul compte le travail et la réussite. Retour sur la parcelle. Retrouvant Myriam, c'est la fin de son labour. Oui. Mais apparemment non. Oui, mais le terrain est un peu difficile. Donc, les lignes ne sont pas bien tracées. Donc, c'est un peu difficile de se retrouver. Mais dans l'ensemble, c'est bon. On pense qu'il a fait un bon travail. Un travail suivi de près par François de Paul, directeur de la ferme école de l'Institut. Et comment tu as trouvé ce tour? Déjà, la conduite de tracteur, c'est très intéressant. Parce que c'est un plus que nous offre l'École supérieure d'agronomie dans notre formation déjà. Après, c'était un peu difficile parce que le terrain est un peu, voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour essayer de... Tout à fait plat, c'est aussi l'agriculture. C'est ça, le c'est terrain n'est jamais plat. Voilà. On parle de topo séquence. Il y a plusieurs niveaux de... Chaque terrain, c'est réel. Voilà, il y a plateau, ici encore, vous êtes un peu sur... Une plaine. Il y a une plaine, donc c'est déjà intéressant. Donc, je ne te vois pas demain en train d'utiliser la daba pour labourer. La daba classique pour labourer. Je te vois sur un tracteur, en train de labourer tes parcelles, les PVC, d'essayer de s'aimer à la machine. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vraiment on va aller vers ce qu'on appelle l'agriculture moderne, mécanisée. Encore que le moderne, ça se passe dans la tête. Voilà. Ça se passe dans la tête. Voilà. Ça se passe dans la tête. Pour les deux amies, la journée se poursuit. Elles doivent se rendre immédiatement sur une autre parcelle. Mais avant, elles doivent s'entendre sur les autres tâches qu'elles vont devoir accomplir. Le premier labo a été fait. Ouais. Sur les 2 blocs. Donc on doit se rendre sur la parcelle de bananier, d'ex-bananier. Et puis, ouais, il a dit qu'il devait abattre les... Ils devaient avoir enlevé les pieds, faire le labour et puis retirer les lignes de goutte à goutte. Maintenant là, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, nous sommes sur la parcelle expérimentale de l'ESA. Nous mettons en place ici plusieurs cultures avec plusieurs moyens d'innovation pour pouvoir améliorer en fait notre production, pour pouvoir la mettre au service des producteurs. Une agriculture modernisée permet d'optimiser les récoltes. Les produits issus de ces fermes sont commercialisés. L'argent généré par la vente est utilisé pour l'achat et l'entretien des équipements de production. Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Bon, ça c'est la ligne de goutte à goutte. On les insère entre les différentes allées pour que l'eau puisse couler et puis arroser les plants. C'est un système d'irrigation. Voilà. Et son objectif c'est quoi? Ça permet de calculer la quantité d'eau que nous apportons aux plantes, vu que nous sommes sur une parcelle expérimentale. Donc il faut faire plusieurs calculs pour voir en fait le seuil minimum, maximum à apporter à des plantes. Et puis en fonction de ça, on va pouvoir produire des conseils aux petits producteurs. Donc le système goutte à goutte déjà, en plus de la pénibilité qu'il retire aux producteurs, il permet aussi de leur apporter une certaine
autonomie et puis une certaine capacité de production plus grande que ce qu'ils auront. Voilà. Est-ce que c'est ce qui vous permet de faire des produits contre-saison? C'est ça. Pour des produits qui ont besoin de beaucoup d'eau, par exemple, comme la tomate ou encore le bananier, tout ça, on a besoin... Le système goutte à goutte permet d'apporter de l'eau, même si on est en saison sèche. Donc on est plus dépendant de la pluie ou bien de l'eau de la source qui est là. Donc là, on a une station de traitement. Donc ça nous permet, voilà, c'est ça, ça nous permet de produire des produits contre-saison. Si pendant longtemps, le succès de la Côte d'Ivoire a reposé sur l'agriculture, elle reste encore archaïque. Dans un secteur agricole en constante évolution, la modernisation de l'agriculture s'impose pour être compétitif sur le marché international. Retour en salle de classe. Nous retrouvons Eden pour la suite de son cours de tribologie. Je vais faire 2 exemples de courbes. Et vous allez me dire ce qui vous paraît le plus lisse entre ces 2 courbes. Je fais une courbe comme ça. C'est la même échelle. Hein? Voilà. Donc ça, c'est la première courbe. Et à la même échelle, j'ai ça. Qu'est-ce qui est plus rugueux? Après 4 heures de concentration, la pression retombe pour Eden et ses camarades de classe. C'est à quelle page? Oui, vas-y. Le cours est terminé. C'est bon, le cours est terminé. Comment vous avez senti vos étudiants pendant le cours? Ben, très participatif en fait. Hein. Ils ont énormément participé. Je pense qu'ils sont assez curieux. Pour moi, c'est une nouvelle discipline qu'on introduit un peu dans leur processus de formation. Discipline indispensable finalement pour maîtriser la durée de vie des composants mécaniques. Et j'ai bien apprécié l'interaction qu'il y avait et puis leur intérêt pour le cours. Fin de la première partie de la journée. Après les cours, c'est l'heure pour Eden et sa copine d'aller au déjeuner. Vous faites la même filière et on sent qu'il y a une vraie complicité entre vous. Oui, on est deux, je soutenir. On doit s'aider même pour aller de l'avant, c'est important. Sinon, ça ne va pas aller. C'est très... Moi, en tout cas, j'aime ça. Depuis ma classe de première, c'est... Pour nous, on a fait les classes scientifiques là. Je pense qu'on a déjà l'habitude. Il n'y a pas généralement assez de filles. Bon, comme ça, en premier, on était 2. Donc, ça fait que je suis un peu habituée à cet environnement. Pour l'encadrement de ses futurs cadres, l'Institut dispose d'un budget de fonctionnement de 10 milliards de francs CFA. 831 personnes travaillent ici au quotidien, dont 390 agents administratifs et techniques, 328 enseignants-chercheurs, 113 au service de la restauration. On y trouve également un campus de 3008 chambres repartis sur 2 sites. Avant d'arriver à l'INP, on a beaucoup de préjugés plutôt sur l'Institut. On dit que c'est l'Institut des personnes les plus fortes de la Côte d'Ivoire et tout. Donc du coup, je doutais un peu parce que je ne me voyais pas un peu trop forte en fait. Alors que tu l'es, n'est-ce pas? Exactement. Quelles sont les appréhensions que toi tu avais personnellement avant de rentrer ici? J'avais peur parce que j'ai pris contact avec quelques parents qui m'ont dit que vraiment c'était pas facile. Et comme moi je suis une peureuse et puis je suis une grosse timide, je me suis dit que j'allais pas y arriver en fait. Donc j'avais très peur au début. Il m'arrivait souvent de vouloir retourner à l'ESATIC parce que je pensais que là-bas c'était flex. On avait le temps de se reposer, de faire... Alors qu'ici, c'était pas comme ça au début. Et ça fait 4 ans, tes appréhensions se sont levées ou c'est toujours les mêmes appréhensions? Bon, je suis encore un peu timide, mais côté peur, ça va. Moi, je vais me reposer, donc au revoir. Il est 13 h. Dans les écoles classiques, les élèves ont des moments de répit. Ici, même les moments de pause sont consacrés à la recherche. Vous avez pu faire tourner déjà les roues? Ok, c'est déjà intéressant. Ah, ok, d'accord. Après, vous allez revoir le programme pour que s'il puisse aller encore un peu plus lentement. D'accord? Au niveau du temps de fermeture. Ok?
D'accord. Où est-ce qu'on est? Alors là, on est à Akuna Lab. Donc, comme vous le voyez là, Akuna Lab, qui est un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication. Et au sein d'Akuna Lab, on a une start-up, qui est la start-up Akuna Innove. Parce qu'ici, on voudrait que les étudiants puissent innover. On est face à des étudiants qui ont de l'imagination. Et je pense qu'il faut leur donner la possibilité de réfléchir et de faire des choses extraordinaires. Un laboratoire technologique monté de toutes pièces par professeur Akafou depuis 2 ans. Les étudiants sont initiés au métier de la robotique à la programmation de pointe. Avec la tête pleine d'idées, ces jeunes mettent en application toutes les théories apprises pendant les cours. On peut facilement démontrer nos potentiels, faire des cas pratiques, pas toujours en théorie. Donc on peut expérimenter maintenant toutes les expériences que nous étudions chaque jour. C'est ce qui fait un peu la différence. Ce qui rend ça intéressant. Akuna Lab est dirigé par Zié, étudiant en fin de cycle en électrotechnique et automatisme industriel. À seulement 24 ans, il a déjà réalisé plusieurs projets. Ici, nous avons la commande pour la maison intelligente, dont on a fait une application sur la tablette. Donc lorsqu'on appuie ici, on a le ventilateur ici qui s'allume avec le téléphone et on peut éteindre le ventilateur aussi avec le téléphone à distance. Et puis on a essayé d'intégrer dans tout ça Google Home qui est un assistant vocal. Ok Google. Je ne peux accéder à Internet en ce moment. Actuellement, on voit Google qui nous dit qu'il ne peut pas accéder à Internet parce qu'on a un souci de connexion. Vous êtes très jeune et vous avez piloté déjà plusieurs projets qui ont vu le jour. Comment vous vous sentez? Bon, il faut dire tout d'abord que je suis très content de participer à l'évolution technologique de mon pays. Et pour tout dire, mon plus grand rêve, c'est de réaliser, de mettre en place des entreprises qui font fabriquer des objets technologiques tels que des smartphones ou des casques de réalité virtuelle pour le pays, pour dire enfin dans le monde entier que la Côte d'Ivoire est capable de fabriquer des équipements technologiques pour qu'on puisse avoir un rang assez élevé au niveau technologique en fait. Voilà. Et vous avez commencé un projet? Oui, j'ai déjà commencé à travailler sur plusieurs projets. Donc, vous pouvez les voir? Oui, pour les projets, normalement, il y a ça, un écran avec le système Raspberry Pi là-dessus. Donc, on est en train de chercher à programmer une interface, à faire différents développements pour pouvoir permettre à cette tablette-là de servir de système de contrôle d'accès sécurisé, qui sont les systèmes qu'on retrouve la plupart du temps dans les entreprises. Mais de manière générale, ce sont des systèmes qui coûtent cher et qui sont exploités depuis l'extérieur. Donc notre objectif ici, c'est de reproduire ces systèmes-là, de les perfectionner et de vendre ça avec le label Made in Côte d'Ivoire. Technologie et robotique, un secteur d'avenir qui attire et fait rêver les étudiants ivoiriens et ceux venus de l'étranger. Avec votre accent, on sent que vous ne venez pas de la Côte d'Ivoire. D'où est-ce que vous venez? Je viens du Libéria. Comment vous avez appris l'existence de l'INP? Je vais parler ça en anglais. Actually, I'm a student from Liberia and I got this information through internet. There were the place the information and I was able to apply and then after I applied for the program, they scheduled a date for a test and I took the test and successfully I was able to pass the test. And then I went after my documents, after everything, I was able to come in Côte d'Ivoire, in Yamoussoukro, IMP, to attend this great institution, to start my education here. Les cours se font en français comme ici. Vous parlez anglais. Est-ce que c'est pas difficile? Actuellement, c'est un peu difficile pour mon niveau. C'est un peu difficile parce que tout le monde connaît que le français c'est un peu c'est pas facile. Mais on doit t'asseoir et puis on prend les langues pour parler. Et puis quand tu t'assois entre votre ami, il va causer avec toi. Et puis il y a des mots que si tu ne connais pas,
là, tu vas comprendre un peu. Ces étudiants forment une main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur hautement compétitif. Le prochain pôle technologique ouest-africain est peut-être déjà là. Le lendemain, c'est le grand jour pour les étudiants en deuxième année des classes préparatoires. Les tests d'entrée à l'école de statistique ont débuté. Les élèves de la classe étoile sont présents, mais quelques-uns manquent à l'appel. Aussitôt, le directeur est informé. Jamil, oui, MPA, il n'est pas là? Il n'est pas venu même récupérer, il n'est même pas là. Jamil. Écoutez, il était là. Et il n'est pas composé? Non, non, il n'est pas là. Il a payé, non? Oui, il a payé, mais il a voulu se retirer. Il a voulu se retirer? Oui, c'est de lui et parlait là. Bon, appelez-le, parce qu'il faut qu'on comprenne. Alors là, on a un étudiant de la classe étoile qui malheureusement ne s'est pas présenté au concours. Et donc on va essayer de voir un petit peu, comprendre. Et puis s'il faut aller le chercher dans sa chambre pour comprendre pourquoi il fait l'impasse. Il n'a pas pu se présenter au concours polytechnique. Le deuxième concours NCA non plus, il n'est pas là. C'est un peu inquiétant. Voilà, donc on sera obligé, là il ne prend pas le téléphone, on sera obligé d'aller dans sa chambre pour chercher à voir s'il y est et puis comprendre pourquoi il ne vient pas, s'il n'est pas trop tard. Les étoiles, ce sont les surdoués de l'Institut. Ils ont durement été conditionnés pour se présenter aux différents concours. Monsieur le chef de classe, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Monsieur. Tu travailles là? Oui, mais j'ai un petit souci. Quel? Mon ampoule s'est cassée hier. Ton ampoule s'est cassée hier? Voilà, donc il n'y a pas de... Mais dis-moi, tu t'es inscrit pour le concours NCA, non? Non, non. Tu es sûr? Non, non, j'ai eu un souci avec ma candidature. Quel souci? J'ai fait l'inscription en ligne. Tu fais un mini-pont aussi? Oui. Option ENSAI. D'accord, dis-nous, alors qu'est-ce qui s'est passé, pour ton inscription au concours NCA? Alors, tu vas casser le... Non, non, approche un peu de lumière. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour l'inscription au concours? J'ai entamé l'inscription de l'UNCA en ligne, mais je ne l'ai même pas finalisé. En fait, pour moi, c'était fini. Apparemment, quand tu finis, on t'envoie un code ISE. Donc, je n'ai même pas reçu le code. En fait. Mais est-ce que tu as payé les frais? J'ai déposé mon dossier avec Mme Biba, avec les frais qui sont partis à Abidjan. Voilà. Donc, à partir du moment où les frais sont partis à Abidjan, ils considèrent que tu es inscrit? Alors qu'ils ne m'ont même pas donné de numéro ISE. Oui. Parce que moi, je suis allé à Abidjan, je suis allé à l'antenne. J'ai essayé d'expliquer. J'ai trouvé une personne là-bas qui m'a expliqué que si je n'ai pas fait l'inscription, puisque tout se fait en ligne. De multiples excuses pour justifier son absence en salle de composition. Après 5 minutes, le directeur découvre la vérité. Moi, en tant que directeur, je te recommande vivement d'aller composer. C'est 2 jours. Tu prends ça comme étant des révisions. Et comme tu es un élève de la MPA, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas l'avoir. Donc, comme on dit, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et donc, prépare-toi si tu veux, on t'attend et on va t'accompagner dans la salle pour que tu puisses composer. Est-ce que c'est bon? Le directeur des concours me met déjà là. Donc il t'attend là. Qu'est-ce que tu dis? Pour moi, vraiment, l'UNCA, ça veut dire plus grand-chose. Statistique et économie, c'est un très bon concours. Hein? Puis j'en ai parlé à mon papa, il m'a dit finalement, c'est pas si grave que ça. Bon, c'est ton choix, mais bon, tu me vois un peu désolé. Parce que je sais que tu composes maintenant, tu auras le concours. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir ce concours maintenant? C'est-à-dire que j'ai au moins ce concours, j'ai réussi à ce concours, quitte à ce qu'après j'ai les autres concours et à la fin avec le papa, on choisit ce qui est bon. Est-ce que papa ne va pas te reprocher d'avoir eu ce concours? Surtout que tu as payé les frais d'examen. Si tu n'avais pas payé les frais d'examen encore, mais tu as payé les frais d'examen. Donc papa ne va pas te dire pourquoi est-ce que tu l'as passé. Tant que ça participe à ta préparation pour le concours mine bon. Vous avez 2 épreuves de mathématiques, une épreuve de français, et puis je crois une épreuve d'anglais, note générale. Donc normalement, ça ne va pas te poser de problème. Non, ça ira. Ok, bon. Allez, bonne journée. Merci, monsieur. Malheureusement, les arguments du directeur ne suffiront pas à convaincre cet étudiant qui jette l'éponge pour ce concours. Vous en avez un deuxième? Oui, pareil. On me dit qu'on va chercher sa classe. Qu'est-ce que vous en pensez de sa réponse? Comme il refuse de le composer, on ne peut pas le forcer.
Voilà, il va rester en chambre, se préparer à d'autres concours. Comme il en a beaucoup, bon, il va choisir un autre qu'il pense avoir réussi. Mais celui-là semble être l'un des plus faciles. Donc je ne comprends pas pourquoi ne pas faire ce qui est plus facile et puis chercher à faire ce qui est plus difficile. C'est ce qui me gêne un peu. Au total, ce sont 2 élèves de la classe étoile qui se sont désistés. Comme dans toutes les grandes écoles qui demandent beaucoup de concentration et de travail, on surveille le moindre signe de dépression. À l'INPHB, il y a même un service qui vient en aide aux étudiants qui dépriment. Sois la bienvenue. Je sais que tu ne me connais pas, parce que la fois dernière, quand tu es arrivée, c'était Madame Kwasi que tu avais rencontré, ou tu es venue à ta maman. Mais hier, l'infirmier m'a appelé parce que tu étais là-bas, tu ne te sentais pas trop bien. Elle a dit que tu étais en larmes. Voilà qu'on a jugé bon de t'envoyer au service social pour qu'on puisse t'aider. La fois dernière, quand je suis venue, c'est parce que j'avais fait une dépression. Donc je suis allée à Abidjan pour essayer de me faire soigner et tout. Le médecin m'a reçu, m'a prescrit des médicaments, tout ça. Après son diagnostic d'abord, pardon, il a dit que je faisais une dépression et puis un burn-out. Donc, il a prescrit des médicaments. Les médicaments, quand je les prends, en fait, ça me fait beaucoup dormir. Du coup, le matin, c'est difficile de me lever pour aller en classe. Et puis même souvent, quand je me lève le matin pour aller en classe, quand il fait l'effort de me lever le matin pour aller en classe, dans l'après-midi, quand je reviens, il essaie de me coucher pour dormir. Je dors trop encore, donc c'est difficile d'aller en classe, ce qui fait que j'accumule beaucoup d'heures d'absence. Vous, c'est quoi votre problème de santé? Qu'est-ce que vous avez et depuis quand vous avez ça? Je suis titulaire d'un bac A, d'un bac littéraire. Du coup, les maths, ça ne va pas trop. Oui, d'un bac A1. Du coup, les maths, ça ne va pas trop et tout. Donc, arrivant au cycle ingénieur, au 2e semestre, les maths ont commencé à me stresser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis au cours de maths, vu que je ne comprends pas et tout, je me sens mal. C'est-à-dire que la situation que j'expliquais tout à l'heure, quand je suis stressée, il y a une bouffée de chaleur qui monte, il y a la nausée, je ne me sens pas bien et tout. C'est exactement la sensation que j'ai quand je suis au cours de maths. Une santé mentale fragile qui aurait bien pu coûter la vie à cette jeune étudiante. Une fois, je me suis enfermée dans ma chambre pendant des jours. Les gens me cherchaient et tout ça. Il y avait même enlevé mon téléphone sur sonnerie, tout ça. Donc tout le monde m'appelait, je ne voyais même pas les appels. Je ne voulais plus sortir de ma chambre en fait. Je ne voulais plus vivre. J'étais fatiguée. À ce point-là? Oui. On a des situations, on a beaucoup de cas comme ça. Vous pensez qu'avec elle, elle pourra remonter la pente? Oui, elle pourra remonter la pente. Parce que comme elle a son souci, ce sont les maths. Donc nous, on va essayer de voir le directeur de l'école pour voir comment on peut l'aider dans ce sens-là. Concrètement, comment? Bon, peut-être qu'il va voir les professeurs de maths pour essayer de la coacher un peu. Ou bien soit, si elle a des aînés qui peuvent l'aider, ils vont la coacher. Selon le bureau des étudiants, seulement pour le mois de février 2022, officiellement 9 cas de démence, de dépression et de burn-out ont été enregistrés. Retour en salle d'examen des classes prépa. Il reste 5 minutes avant la fin de l'épreuve. La concentration est à son maximum. L'heure des dernières vérifications avant de rendre les copies. Comment ça s'est passé? C'était très bien, mais assez long. Donc, il n'y avait pas assez de temps pour terminer. Donc, il fallait que le maximum de temps. Et vous êtes confiant? C'était dur? Ouais. C'était difficile. Ouais. La première épreuve qui était vraiment difficile. Ouais, mais c'était pas tellement la difficulté à monter, elle montait un peu, mais c'était abordable. Ouais. On a pu écrire quelque chose, mais c'était quand même corsé. En 2021, ce sont 159 étudiants des classes préparatoires qui ont été admis dans de prestigieuses universités étrangères. Un taux de réussite de 40%.
nous retrouvons Eden, la jeune étudiante en génie mécanique. Elle se rend au laboratoire pour finaliser un projet sur lequel elle travaille depuis 2 semaines. Là, tu es arrivé pour travailler sur ton projet? Oui, monsieur. Ok, d'accord. Tu as pu faire des essais déjà? Ouais, un essai hier. Hier. C'est bien passé? Non. Il y a eu quelques soucis? Oui, oui. Eden doit parvenir à faire décoller une fusée. Mais avant, il faut qu'elle soit parfaitement assemblée, mais surtout que le mécanisme d'atterrissage fonctionne parfaitement. C'est quoi tous ces éléments-là? Ce sont les composantes de la fusée. Ça, par exemple, c'est le corps de la fusée. Ça, ce sont les ailerons. Celui-là, le moteur. Ça, le parachute, l'ogive et la bourre. La bourre, c'est l'élément qui permet de séparer la charge explosive du parachute, en fait. Donc, c'est ça. Ça, ce sont les moteurs. Ça avance? Oui, oui. D'accord, j'espère que tu n'as pas trop de soucis. Hein? Ça va, ok. C'est l'heure du lancement de sa fusée. Un grand moment de stress pour Eden. Tu prévois que la fusée puisse tomber où, généralement? Là-bas. D'accord, ok. Vers les arbres, là-bas? Oui. Donc, Eden, tu peux y aller? Oh. C'est bon? Ça a réussi? Ça va? Bon, ça n'a pas totalement réussi. Le parachute ne s'est pas enclenché. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc, je vais aller récupérer la fusée pour voir ce qui n'a pas marché. Seconde chance pour Eden. Et cette fois, c'est la bonne. Un succès qui augure peut-être d'un avenir brillant pour elle et pour bon nombre d'étudiants de l'Institut qui feront la fierté de la Côte d'Ivoire et de tout le continent. Mesdames et messieurs, comme annoncé en première partie d'émission, je me trouve ce soir en compagnie de Dr Moussa Diaby. Il est le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et c'est avec lui que nous allons nous entretenir ce soir. Docteur, bonsoir et merci de nous accueillir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Vous avez pris fonction à la tête de cet institut le 13 août dernier. On l'a vu dans le reportage, malgré vos fonctions, vous continuez de dispenser des cours aux jeunes étudiants. Est-ce une volonté personnelle ou une charge liée à vos nouvelles fonctions? C'est une volonté personnelle déjà dans un premier temps parce que je suis passionné de l'enseignement. C'est d'ailleurs pour ça que quand la position m'a été offerte, j'ai tout de suite saisi l'occasion parce que c'est une occasion inédite. Je rentre dans un corps de métier qui fait partie véritablement de ma passion. Donc l'enseignement, je reste passionné dans le fait de dispenser le savoir, d'accompagner les élèves vers la réussite, vers le succès. Donc ça, c'est la volonté personnelle. Mais c'est aussi une responsabilité, quelque part, dans le fait de dispenser son savoir, d'être au contact des élèves, parce qu'on apprend beaucoup avec le contact des élèves. Il y a une complicité qui se crée déjà, et cette complicité qui se crée, même si c'est un petit échantillon parmi les 3000 étudiants que nous avons, mais ça reste des vecteurs de communication également, des messages que l'administration, la direction peut passer aux élèves, qu'on n'a pas le temps de passer tout le temps parce que nous sommes pris à d'autres obligations. Donc le fait d'être au contact des élèves, ça permet rapidement de connaître leurs préoccupations. Quelle est la différence que vous faites, vous, en tant que directeur de l'Institut, entre l'INP, qui est une grande école, et les autres universités qui existent en Côte d'Ivoire? Dans les universités, il y a des étudiants. Dans les grandes écoles, il y a des élèves. Ce sont de grands élèves, en réalité. Ils ont appris jusqu'en terminale. Et quand ils sortent de la terminale, ils vont dans une grande école. Ils sont encore élèves. Ils sont élèves parce qu'un élève, il apprend d'un maître, d'un sachant. Et donc, il apprend une façon de faire, un savoir-faire, en fait. Mais un étudiant, lui, il va plutôt être dans de la recherche, en fait. C'est-à-dire que quand on est à l'université, on a une certaine liberté de penser. Et la philosophie universitaire veut cela. Quand on est dans une grande école, on vous dit ce que vous devez faire. Et vous devez l'appliquer parce qu'il y a des concepts qui sont donnés, en fait. C'est comme ça qu'on forme des techniciens, c'est comme ça qu'on forme des ingénieurs et qu'on en fait des concepteurs. L'une des portes d'entrée à l'INP, c'est notamment les concours. On se rappelle, il y a des années en arrière, pour entrer à l'INP, les conditions étaient très drastiques. Il fallait notamment, entre autres, avoir 12 de moyenne, mais aujourd'hui,
c'est totalement flou. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas vraiment les conditions d'entrée à l'INP? Si vous avez 12 de moyenne, ce n'est pas acquis parce que nous avons des capacités d'accueil qui sont très limitées. Nous accueillons 700 bacheliers par an. 700 bacheliers, ce n'est pas beaucoup. Et généralement, les élèves que nous allons recevoir sont des élèves qui ont, pour la plupart, au moins la mention assez bien, au moins, quand ils ont la possibilité de passer malgré tout. Sinon, quand vous avez la mention bien ou très bien, vous avez la garantie de venir à l'INP. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce qu'on remarque, c'est que par le passé, quand les gens avaient la mention très bien ou bien, systématiquement, ils allaient à l'étranger. De plus en plus, on se rend compte du contraire. Donc la compétition est devenue rude. C'est pour ça que nous aussi à l'INPHB, on parlait de la capacité d'accueil, il faut qu'on augmente notre capacité d'accueil. Si on n'augmente pas la capacité d'accueil, on ne pourra pas absorber le nombre de bacheliers talentueux qui sont formés tous les ans en Côte d'Ivoire et on ne pourra pas augmenter le nombre d'ingénieurs nécessaires pour le développement de notre pays. Vous avez dans les classes préparatoires des classes qu'on appelle des classes étoiles où vous sélectionnez ce qu'on pourrait appeler les surdoués. Est-ce que ce n'est pas discriminatoire par rapport à ceux qui restent dans les classes, on dira, normales? Oui et non. Ce n'est pas discriminatoire parce que nous sommes dans un système élitiste. Les classes prépa, c'est élitiste. Et c'est fait volontairement. Le système le veut comme ça. On dit, vous avez 200 élèves ou 350 élèves, si on prend toutes les filières confondues, que vous prenez et vous accélérez leur formation. La formation prépa, ça dure 2 ans, mais à la réalité, c'est 1 année et demie. Et en 1 année et demie, vous faites le programme de 3 années de licence. Donc en 1 année et demie, vous avez une accélération de la formation. Donc ce qui est important, c'est à un moment donné de se poser la question de savoir qui sont ceux qui suivent le rythme et vous les mettez ensemble pour continuer l'accélération. Et puis les autres, vous continuez de les former, mais à leur rythme également. Donc ce n'est pas de la discrimination, mais c'est une gestion assez cohérente en fait pour éviter qu'il y ait des échecs. Et nos taux d'échec justement sont réduits. Et comme l'INPHB forme également aux grands concours, ce que nous appelons les grands concours, c'est le concours de l'école polytechnique en France, le concours de l'école supérieure des travaux publics, le concours des mines, de télécom, toutes les grandes écoles avec qui nous sommes en collaboration, qui sont très rigoureux dans leur processus de sélection. Donc il nous faut en fait des soldats en griffe qu'on forme bien pour pouvoir nous permettre d'obtenir ces succès au niveau international. Vous formez des soldats avec un rythme très intense, très accéléré. Il arrive qu'il y ait des cas de dépression. Le bureau des étudiants nous a donné l'information qu'il y a eu pour le mois de février 2022 9 cas de burn-out. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est aussi ça le revers en fait. On reçoit des élèves, vous savez, qui étaient les meilleurs de leurs écoles, ils étaient premiers. Il y en a qui n'avaient jamais eu en dessous de 16 lors d'une évaluation. Ils vont faire leur première évaluation, ils vont avoir 3. Donc, de quoi à commencer à douter de soi. La deuxième évaluation, vous allez avoir 5, etc. Et puis, vous allez terminer peut-être l'année avec 4 de moyenne. Mais c'est pour quelqu'un qui avait peut-être 18 de moyenne en mathématiques, se retrouve avec 4. Donc, forcément, il faut avoir une santé mentale pour pouvoir supporter ce choc émotionnel que ça peut créer. Donc, on a les services médico-sociaux qui sont là pour accompagner les jeunes en la matière. Monsieur le directeur, vous êtes vous-même diplômé de l'École Polytechnique de Paris en termes de formation. Quelle est la différence entre Polytechnique Paris et l'INP? L'INPHB, c'est un institut national polytechnique. C'est l'institut qui est polytechnique. À l'École Polytechnique, c'est l'élève qui est polytechnicien. Ça fait une petite différence. La différence? C'est-à-dire que lorsque vous rentrez à l'INPHB, vous avez toutes les disciplines. Vous partez du domaine agricole jusqu'au domaine de la télécommunication, le domaine de l'industrie, les travaux publics. Vous avez toutes les disciplines techniques auxquelles on peut prétendre, toi qui contribuent au développement national. À l'école polytechnique, vous n'avez pas des écoles, c'est une école. C'est une école. Et l'ingénieur est polytechnicien parce que quand il commence dans son tronc commun, après, il a la possibilité d'aller dans toutes les filières qu'il souhaite en fait. Il peut rentrer à l'école polytechnique et puis après devenir financier, devenir auditeur ou bien devenir mathématicien ou bien... voilà, donc dans tous les domaines. Voici un peu la différence en termes d'approche entre l'école polytechnique et puis l'INPHB. Mais ce qu'il faut dire, c'est que est à la Côte d'Ivoire ce que l'école polytechnique est à la France. Donc c'est-à-dire que premier établissement d'excellence au niveau national, tout comme l'école polytechnique l'est pour la France.
Elles ont sensiblement le même nom, elles ont quasiment le même poids, mais en termes de classement des meilleures universités au monde, elles n'occupent pas le même rang. Effectivement, dans les classements, nous sommes premiers au niveau national, ils sont premiers au niveau national en France, mais au niveau international, nous sommes encore jeunes. L'École polytechnique a plus de 200 ans d'existence. Nous, l'Institut national polytechnique, a 25 ans d'existence. Comprenez que avec 25 ans, on ne puisse pas rivaliser avec quelqu'un qui a 200 ans, plus de 200 ans d'existence. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons formé, certes, beaucoup d'ingénieurs en Côte d'Ivoire, mais l'École polytechnique, en 200 années, en a formé énormément. Parmi eux, il y a des prix Nobel de littérature. Il y a des anciens présidents. Valéry Giscard d'Estaing, c'est un ancien. Donc vous avez des anciens présidents, vous avez donc des personnalités politiques, économiques. Tidjane Thiam, dont on parle souvent, qui a été directeur général de Crédit Suisse, ancien de l'École polytechnique, s'il avait été de l'INPHB, ça changerait les choses. Donc il y a des éléments à prendre en compte dans les classements internationaux. Donc on y va progressivement. Nous regardons les critères en termes de classification au niveau international, mais pour l'instant, acceptons, nous sommes encore jeunes, nous avons du travail à faire, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la formation, de la recherche, de l'innovation, et puis du devenir de nos diplômés. Et ça, c'est important dans les classements. Justement, sur la question de la diplomation, un diplôme de l'INP aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut au plan international? Bien, ça vaut beaucoup. J'ai été il y a quelques jours au Canada et j'ai été surpris de voir que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada qui nous faisait le témoignage en disant qu'un étudiant ivoirien diplômé de l'INP, quand il arrive, il poursuit ses études, s'il veut, dans les grades supérieurs et on ne le fait pas reprendre en fait. Parce qu'il y a une vraie reconnaissance du diplôme d'ingénieur de l'INP. Et Dieu sait comment le système canadien est assez, je ne dirais pas compliqué, mais très regardant sur la compatibilité entre les formations, sachant qu'il y a déjà une différence dans notre système de formation en termes de diplomation et puis le système canadien. Mais déjà, vous sortez de l'INP, vous avez tout de suite une équivalence qui se crée. Et même en recherche d'emploi, c'est tout à fait possible. Beaucoup d'ingénieurs diplômés de l'INP travaillent à l'étranger parce que leurs diplômes sont reconnus. Nous avons aussi le label Heure ACE qui nous donne aussi cette possibilité. Donc, une reconnaissance au niveau Europe, c'est pas rien en fait. Aujourd'hui, dans le concert des nations et la compétition qu'on peut avoir entre les différents établissements d'enseignement supérieur. Donc, on a un diplôme aujourd'hui qui est international. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le système éducatif ivoirien? On a eu un système qui s'était écroulé, en tout cas qui s'était ralenti, en tout cas en termes de développement ces dernières années, mais qui repart depuis tout ce que le président a mis en place. On voit quand même un certain dynamisme dans notre système éducatif au niveau national. Par contre, il faut qu'on aille plus loin, que ce soit dans l'éducation primaire secondaire, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur et tous les établissements d'enseignement supérieur. Mais il y a aussi un autre volet de notre système, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui sortent du système. Il faut que l'enseignement technique et la formation professionnelle puissent les accueillir et en faire également des gens qui sont réinsérés. Et puis, il faut également l'école de la deuxième chance. Tout le monde ne peut pas avoir des diplômes. Donc, il ne faut pas qu'on réfléchisse toujours à un système orienté diplôme. Il faut qu'on réfléchisse métier et il faut qu'on réfléchisse surtout compétences. Qu'est-ce qu'on a à apporter comme compétences aux jeunes? Parce qu'in fine, on attend quoi du jeune? Qui trouve un emploi et qui contribue au développement national. C'est ce qu'on attend. Pour trouver un emploi, il lui faut des connaissances, des compétences. Ce sont ces compétences qu'il faut lui donner, soit par un diplôme, soit par de l'expérience à acquérir. Voici un peu ce vers quoi il faut qu'on arrive à tourner notre système. Monsieur le directeur, votre prédécesseur a été nommé ministre. Est-ce que vous espérez avoir le même destin? Ah non, pas du tout. Après, c'est Dieu qui décide. Mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler surtout pour le rayonnement de notre institut et c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Docteur Moussa Diaby, directeur de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la page YouTube de la RTI, sur son site internet www.rti.ci ou rendez-vous sur la page Facebook de l'émission 52 minutes pour comprendre. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 2 semaines pour une autre enquête.